Bonjour, Bonjour, madame. madame. J'entends pas. Je vous entends pas. Ok. Ok, non, ça va bien. Ok. Alors, on va. Oui, j'espère que est bien. Donc, dans cette nouvelle partie, on parle des propriétés économiques des polymères. Après, on parlera des polymères et l'environnement. Et après, on parlera des propriétés mécaniques et des propriétés des polymères en solution. Donc, on a encore 3 cours et je vais vous envoyer les PowerPoint de ces derniers cours et je vais vous envoyer aussi les travaux dirigés. Et donc, je vous enverrai aussi les corrigés des travaux dirigés assez rapidement. OK. Et donc, pour aujourd'hui, quand on parle de polymères, c'est très important de se rappeler que les polymères, c'est des matériaux et que sont des matériaux qui servent à quelque chose. Donc, il y a beaucoup de façons de classifier les polymères. La quantité qu'on produit et les prix. Donc, vous avez dans cette diapo numéro 1 un diagramme. Donc, combien de tonnes de polymères on produit? Et dans les ordonnées, vous avez les prix. Donc, les diagrammes qu'on appelle polymères de grande diffusion, on en fait beaucoup, comme les polyéthylènes, les polypropylènes, les polystyrènes, on en fait beaucoup. Et les prix, c'est pas cher. Ils coûtent vraiment très peu par kilogramme. Très peu de dollars, très peu d'euros par kilogramme. Ça, c'est les polymères de grande diffusion. On fait beaucoup de choses. Donc, polyéthylène, on fait les bouteilles, polystyrène, on fait les emballages. Ensuite, il y a toute une famille de polymères, comme les polyméthylmétacrylates, les polycarbonates, les polyesters, les polyamides. On les appelle les polymères techniques. Donc, ce sont des polymères qu'on en fait encore beaucoup, mais moins par rapport aux polymères de grande diffusion. Et leur prix, il est un peu plus élevé. Par exemple, les polycarbonates ou les polyméthylmétacrylates, c'est comme les verres, donc c'est comme les verres synthétiques, mais il peut être utilisé à la place du verre parce que c'est moins fragile et plus léger. Et ça peut être utilisé dans les bâtiments, par exemple comme toit dans les gares, comme des grands vitrails dans les aéroports. Donc, c'est des polymères donc, qui coûtent un peu plus cher, mais qui sont utilisés encore en grande quantité. Et après, vous avez les polymères qu'on appelle de performance, et sont des polymères comme les polyéthylkétones
qui sont très, très chers. On les produit très, très peu. Et c'est pour des applications très, très spécifiques. Par exemple, ça peut être des polymères qui sont très, très résistants à la température ou qui ont des propriétés mécaniques vraiment importantes. Mais soit les monomères est cher, soit les procédés pour faire les polymères est cher, donc on n'en fait pas beaucoup. Et on les utilise pour des applications qu'on appelle niches. Donc, ce sont des produits de niche. Donc, il faut considérer, quand vous êtes face à un matériau polymère, si vous avez un polymère qui est de grande diffusion, un polymère technique ou un polymère donc de performance, high performance polymère. Ces deuxièmes graphiques, quand vous aurez les PowerPoint, vous allez les regarder. Alors, ça vous montre dans les abscisses les volumes de polymère qui est produit. Donc, combien de polymères on produit. Dans les ordonnées, il y a encore les coûts, mais on a aussi les procédés pour faire les polymères. Donc, dans ces cours, on ne parle pas de comment on fait les polymères, on ne parle pas du procédé de l'extrusion, de l'injection, du soufflage. C'est plutôt dans d'autres cours, ou dans les cours pour les ingénieurs qui en France, on parle de comment on fait les polymères. Mais dans ces diagrammes, vous voyez que les polymères qui sont faits en grande quantité, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Donc, c'est l'injection, émoulage, c'est l'essoufflage, c'est la technique pour faire les films, par exemple les films de nylon pour les emballages alimentaires, l'extrusion. Et donc, ce sont des techniques qui prennent quelques semaines pour être mises en place et pour donner les matériaux polymères. Après, si vous allez tout vers la gauche, vous avez des polymères qui sont des polymères produits en très petit volume, mais qui coûtent très, très cher. Et on les fait avec quelle technique? Donc, vous connaissez un peu l'impression 3D, 3D printing. Il y a des polymères qui peuvent être utilisés dans les imprimantes 3D, 3 dimensions. Ce sont des polymères avec des propriétés particulières et normalement, ils doivent pouvoir devenir liquides à basse température pour pouvoir être étalés et pour pouvoir être photopolymérisés. Donc, il n'y a pas beaucoup de polymères aujourd'hui qui peuvent être utilisés par l'impression 3D, mais on commence à voir des applications avec l'impression 3D. Vous pouvez faire des objets d'une forme qu'avant, on n'arrivait pas à faire avec les autres procédés comme l'injection, comme l'extrusion. Donc, c'est une technique très intéressante, mais pour l'instant, on fait très peu d'objets par impression 3D et ils sont très chers. Et il faut une journée, disons, une demi-journée ou 2 jours pour faire un objet avec une imprimante 3D. Les CNC machining, c'est tous les procédés qui sont contrôlés par des ordinateurs. Et donc, il permet d'avoir des objets de forme, des objets polymères de forme qu'on n'arrivait pas à voir avant. Mais là aussi, ça coûte très, très cher. Donc, c'est tout piloté grâce à un ordinateur. Et donc, il y a encore très peu de choses qui sont faites grâce à ces procédés. Donc, vous avez 2 tableaux. Les premiers, c'était tout simplement les rapports entre la quantité et les prix. Et les deuxièmes, c'est les rapports entre la quantité, les prix et la technologie pour faire un matériau polymère. Donc, je vous laisse regarder tout seul et aussi chercher si vous ne connaissez pas les procédés. Alors, ici, on a
une autre classification des polymères. C'est une classification qui est utilisée pour tous les produits. Un produit comme par exemple les téléphones portables, okay, là. Aujourd'hui, il est comme ça, mais il y a 70 années, il y avait très peu de téléphones portables. Enfin, il y avait très peu de téléphones et ils n'étaient pas portables. Donc, on a passé une étape de lancement, launching. Ensuite, pénétration du marché. Tout le monde a commencé à acheter des téléphones. Ensuite, saturation. Tout le monde avait un téléphone fixe à la maison et on ne pouvait pas faire quelque chose de nouveau. Maintenant, le téléphone portable, il est sorti et on commence à ne plus utiliser les téléphones fixes. Donc, tous les produits, ils ont une étape de lancement dans les marchés, pénétration dans les marchés, saturation et déclin. Ça, c'est du marketing. Et pour les polymères, c'est pareil. On a des polymères qui sont encore très peu utilisés pour faire des matériaux, polyimides, kétones polyaromatiques. On a des polymères qui, comme les polymères fluorés ou les polyéthylènes terephtalates, pour lesquels il y a beaucoup d'applications, mais il y a encore d'applications. Donc, dans les marchés, on cherche encore des applications pour ces polymères-là. On a des polymères comme les polystyrènes, polyéthylènes, polyméthylméthacrylate. Là, le marché il est saturé. On fait beaucoup de choses avec ces polymères-là et c'est difficile de trouver de nouvelles applications. Et enfin, il y a les polymères qui sont déjà passés dans l'étape de déclin. Par exemple, la bakélite, c'est un polymère noir très dur, très lourd, qui était utilisé pour faire les premiers téléphones, pour faire les premières radios, les premiers télés, pour faire des bijoux, des peignes. Mais aujourd'hui, il n'y a presque plus rien qui est fait avec la bakélite parce que on a des polymères qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus flexibles, qu'on peut colorer. Et donc, c'est un polymère qui est passé en déclin. Et donc, votre polymère, il peut, chaque polymère, il peut être dans une phase différente de cette cycle. Et ça ne veut pas charger. Wow. Ok, non, là c'est trop. Ok. Donc c'était quelques mots sur les propriétés économiques. Maintenant, quelques mots sur les polymères et l'environnement. Donc, vous savez qu'on a commencé à produire les polymères en grande quantité à partir des années 60. Surtout, on a commencé à produire beaucoup de choses en polyéthylène et en polypropylène grâce à la découverte de la catalyse Ziegler-Natta, comme on a dit l'autre fois, qui a permis de contrôler la stéréochimie des polymères. Et pendant beaucoup d'années, on a produit les polymères sans réfléchir à la fin de vie, au destin des polymères. Donc aujourd'hui, on a deux problèmes. Celui-là qu'on voit, on a tous les polymères qui s'accumulent en phase solide sous le terrain. Donc notamment, c'est les plastiques, mais aussi tout ce qui est polyuréthane, tout ce qui est élastomère. Et après, on a tous les polymères qu'on trouve dans la mer. Donc, vous connaissez un peu vous parlez des microplastiques, de la problématique. Okay? Donc, il y a deux problématiques avec les polymères dans la mer. C'est que c'est des matériaux très résistants
Donc, vous avez une partie des matériaux qui est transportée par la mer, elle arrive sous les plages. On a la pollution des plages, la pollution des rivières, la pollution des habitats naturels des animaux. Mais les polymères, il va se fragmenter à cause des chocs, à cause de l'interaction avec la lumière, à cause de la fragmentation naturelle des gros matériaux en matériaux plus petits. Et les particules de polymères, ça devient de plus en plus petites jusqu'à arriver à la taille du micromètre ou du nanomètre. À cette taille-là, il y a des études en cours qui montrent que c'est quelque chose qui peut être assimilé par les poissons, par les micro-organismes desquels les poissons ils vont se nourrir. Nous, on va manger les poissons, donc globalement, on va manger des plastiques. Ou ces plastiques, ils peuvent se déposer sous les fonds, donc changer l'environnement des plantes marines et donc changer l'environnement des poissons. Et donc, toute la chaîne alimentaire elle va être influencée. Donc, on a clairement un gros problème de pollution qui vient des polymères. Et on a des façons pour essayer de les résoudre. Donc, on a par exemple deux solutions qui ont été envisagées. Faire des polymères biodégradables ou recycler les polymères. Et alors, on va voir les avantages et les inconvénients de faire des polymères biodégradables et du recyclage des matériaux polymères. Alors, est-ce que vous connaissez les cycles de vie d'un produit? Les graphiques qui est à gauche. Alors, si vous les connaissez ou pas, les cycles de vie, c'est considérer que quand on fait un objet, on part d'une matière première. Bon, cette matière première, ça peut être une matière première artificielle ou naturelle. Donc, pour les polymères, vous avez des monomères qui sont d'origine naturelle, végétale ou animale, des polymères qui sont d'origine naturelle, ou des monomères qui sont dérivés du pétrole et qui donnent lieu aux polymères synthétiques. Donc, si vous avez une matière première qui peut être biobasée ou non biobasée, vous allez l'utiliser, dans notre cas, des monomères pour faire des polymères. Donc, vous avez une usine dans laquelle vous fabriquez votre polymère. Votre objet polymère, il doit être transporté dans les magasins où il y a la distribution. Donc, il y a un voyage à faire. Nous, les consommateurs, on va acheter dans les magasins nos produits polymères, on les amène à notre maison, à notre bureau, on les utilise. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vie? Eh bien, on doit pouvoir les recycler de façon qu'à partir du recyclage, on a une nouvelle matière première. Or, si notre stylo en plastique, par exemple, on trouve une matière première, on passe par la fabrication, on les transporte, l'utilisation, distribution, et on peut la recycler pour faire un autre stylo, on est dans un concept qui s'appelle l'économie circulaire. Donc, vous avez un cercle entre la matière première, mais votre produit en fin de vie, il donne aussi une matière première. Sauf que, avec les polymères, jusqu'à ce moment, on n'était pas à la fin dans un cercle. Et à la fin de la vie des polymères, il y avait une poubelle qu'en anglais on appelle un bin. Donc, la plupart des polymères allaient à la poubelle, ou dans la mer, ou dans un terrain. Et donc, on n'a jamais fermé les cycles de l'économie circulaire. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ces cycles. Par exemple, nous, en Europe, on peut soumettre des projets pour obtenir des financements pour la synthèse des nouveaux matériaux polymères. Et
l'Europe, il va les financer, mais il nous demande de décrire toutes les étapes que vous voyez. D'où ça vient notre matière première? OK, la matière première elle vient de la Chine, elle est fabriquée en Chine, elle est transportée en Europe. On peut faire mieux parce que les transports, ça implique consommer de l'énergie et ça implique générer de la pollution. Donc, on nous demande de réfléchir, est-ce qu'on peut avoir une matière première qui est déjà en Europe, pour la fabriquer en Europe, pour la distribuer en magasin en Europe, mais surtout, une fois qu'on a utilisé notre matière première polymère, est-ce qu'on peut la recycler et comment? Combien ça coûte? Est-ce qu'il faut chauffer? Est-ce qu'il faut utiliser des solvants organiques? Est-ce qu'il faut utiliser de l'eau? Est-ce que c'est sûr pour les personnes qui travaillent dans cette industrie utiliser tous ces composés? Maintenant, en Europe, chaque fois qu'on demande un financement, on nous demande de considérer tout ça, même si on est des chimistes, parce que c'est nous qui on va faire de nouveaux matériaux. Et donc, on est obligé de réfléchir. Et si on ne peut pas dire qu'est-ce que ça va devenir notre polymère, notre matériau, on ne va pas être financé. Okay? Ensuite, pour évaluer l'impact de quelque chose sur l'environnement, il y a aussi des normes internationales. Est-ce que vous connaissez ces normes ISO 14000? ISO 9000? Non. Alors, ISO, c'est International Organization for Normalization. Donc, il y a des normes pour tout. Toutes les normes qui sont 14000, ça concerne l'environnement. Par exemple, vous devez construire une ligne de train. Donc, il faut faire des travaux. Donc, il faut évaluer l'impact sur l'environnement de la construction de la ligne du train. Donc, on va creuser des montagnes. Bon, ça veut dire que ça a un impact sur les animaux. On va lever des arbres. Peut-être il y a des rivières qui sont influencées. On va créer de la pollution. Qu'est-ce que ça passe sous les villes qui sont à côté? Est-ce que les bruits des voitures auront une influence? Donc, tous les paramètres qui concernent le travaux pour faire une nouvelle ligne de train doivent respecter toutes les règles de ISO 14000. Et s'il y a un impact négatif, on n'a pas la permission de faire la ligne de train. On doit étudier, par exemple, notre parcours. Si la ligne de train va passer là où il y a une forêt avec des vieux arbres, l'impact est négatif, donc il faudra passer là où il n'y a pas d'arbres. Okay? Et donc, quand on va faire un nouveau polymère, il y a aussi des normes dans l'industrie chimique qui doivent respecter ces normes ISO 14000. Donc, comme on stocke les réactifs, qu'est-ce qu'on fait des solvants qu'on a utilisés? Comme on élimine les catalyseurs qui ont des métaux lourds. Tout ça, il faut l'expliquer et doit être fait selon les normes. On ne peut pas jeter tout dans la rivière parce que là, on va créer toute la pollution qu'on a créée jusqu'à ce moment à cause des industries chimiques, notamment les industries qui font des polymères. Donc, on a tous ces facteurs-là à considérer pour commencer à changer la façon de produire les polymères et il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fera quand les polymères, on aura terminé de les utiliser. Et donc, on avait dit, on peut envisager de recycler les polymères une fois qu'on a terminé de les utiliser. Alors, l'avantage de recycler, c'est que vous récupérez la matière première. Jusqu'à ce moment, un polymère qui est jeté à la poubelle, ça veut dire une perte de la matière première. Et là, on ne peut plus faire ça. Donc, aujourd'hui, il y a, selon des pays où on habite, parce qu'il y a une énorme différence, si on habite en France, en Allemagne, en Namibie ou au Pérou, malheureusement. Donc,
Dans les pays où on a beaucoup d'investissements dans le recyclage, les polymères qu'on appelle les thermoplastiques sont les plus faciles à recycler. Donc, les thermoplastiques, je vous rappelle, c'est des polymères linéaires qui sont solubles dans certains solvants et que si vous chauffez, ils peuvent fondre et couler. Ensuite, il y a toute l'autre famille, les polymères thermosets, sont des polymères réticulés, comme on a vu dans la partie de synthèse. Ils sont insolubles, donc vous ne pouvez pas les dissoudre dans un solvant, mais si vous les chauffez, vous ne pouvez pas les fondre non plus. Donc, ils vont juste arriver à la limite. Si vous chauffez trop, vous cassez toutes les liaisons covalentes et vous allez détruire les polymères. Donc, c'est les polymères thermoplastiques qu'on peut recycler. Donc, ici, dans différents pays européens, on a des poubelles qu'on appelle les poubelles jaunes. On les a à la maison, au travail, dans la rue, dans les aéroports. Et dans ces poubelles jaunes, on met tous les thermoplastiques. Donc, tous les polymères comme les polyéthylènes, polypropylènes, polystyrènes, qui viennent des emballages, des bouteilles, des jouets des enfants, qui viennent de n'importe. On a des camions poubelles qui vont retirer ces poubelles et ils vont les amener dans un centre de triage. Là, on a des tapis et on sépare grâce à des techniques de contrôle comme les spectres infrarouges ou les spectrométries UV visibles, on sépare les types de polymères et on met ensemble tous les polyéthylènes terephtalates, tous les polyéthylènes haute densité. Donc, on sépare tous les polymères par famille. Ensuite, on va au centre de régénération. On fait un tri complémentaire. Par exemple, on enlève s'il y a des métaux. Avec un aimant, on enlève des métaux. Il peut y avoir des agrafes, il peut y avoir des bouchons, des couvercles. Donc, on enlève les métaux. On lave les polymères parce qu'ils ont parfois été en contact avec la nourriture, ils sont sales. Et on fait les broyages. Broyage, ça veut dire on va les casser en petits morceaux. Donc, on va utiliser un broyeur pour les casser en petits morceaux. Une fois qu'ils sont cassés en petits morceaux, donc, ils vont être amenés dans une industrie où ils sont chauffés, ils vont passer à l'état liquide, on va former des pastilles, donc des petits morceaux de polymère, et ça, c'est la matière première pour faire des nouveaux objets. Donc, normalement, on pourrait faire des pulls, on pourrait faire des tuyaux, on pourrait faire des nouveaux emballages. Il y a quelques règles. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un polymère recyclé pour faire une bouteille pour mettre des aliments, mais vous pouvez les réutiliser pour mettre du savon, par exemple. Et donc, ici, vous voyez schématisé comment on peut recycler les polymères thermoplastiques. Donc, il y a une seule attention à faire. Quand vous faites les nouveaux polymères, il y a toujours une partie de polymère qui n'est pas recyclée parce que les propriétés mécaniques des polymères, après l'utilisation, après le lavage, les broyages et tout, ils peuvent changer. Donc, parfois, pour avoir les mêmes propriétés mécaniques, vous êtes obligé de mettre un peu de monomère qui est pour la première fois utilisé, un peu de polymère qui est pour la première fois utilisé, et après, un peu de polymère recyclé. Donc, le problème, c'est comment on fait pour recycler les polymères thermosets. Parce que les polymères thermosets, il n'y a pas, on ne peut pas les chauffer, les couler et refaire de pastilles de polymère. Et donc, aujourd'hui, on a deux méthodes. Un, c'est les broyages. Donc, on peut prendre notre notre saladier, par exemple, ou les jouets des enfants. On peut les broyer en petits morceaux. On a des poudres ou des fibres et on va mettre ces poudres et ces fibres dans d'autres matériaux.
mais c'est pas facile parce qu'on a des tailles qui sont différentes, de formes qui sont différentes. Donc, c'est des charges qui ne donnent pas des propriétés mécaniques intéressantes. Mais on peut les faire. Sinon, il y a la pyrolyse. Donc, la pyrolyse, ça veut dire qu'on chauffe notre polymère à des températures contrôlées. Il y a des procédés qui peuvent avoir lieu, donc des procédés chimiques, si on ajoute des molécules qui nous permettent de récupérer soit des petites molécules, soit des fibres. Il y a d'autres procédés. On a des lits dans lesquels nos polymères passent et on peut récupérer des fibres, des poudres et aussi de l'énergie, ou on peut brûler les polymères. Donc, combustion, ça veut dire que vous brûlez votre polymère et vous avez de l'énergie. Et ça peut être fait au lieu d'utiliser du carburant comme le pétrole, comme la nafta, comme les kérosènes. Au lieu d'utiliser un fuel, vous utilisez un polymère qui est brûlé. Et quand les polymères brûlent, ils donnent beaucoup d'énergie thermique. Sauf que quand un polymère brûle, il y a beaucoup de molécules toxiques et cancérogènes qui sont libérées. Et il y a aussi des cendres, un résidu qu'il faut mettre quelque part. Donc, c'est un nouveau déchet. Donc, aujourd'hui, on sait recycler les polymères thermoplastiques, mais on a encore un problème d'accumulation des polymères thermosets. Il n'y a pas assez d'applications pour les polymères thermosets broyés, où il n'y a pas assez de réactions chimiques qui permettent de refaire des nouveaux polymères ou des nouveaux monomères à partir des thermosets. Ce n'est pas possible. Il y a la troisième famille de polymères, les élastomères. Ça, c'est aussi un énorme problème pour le recyclage. Donc, notamment pour tout ce qui est pneumatique, donc de voitures, de vélos, d'avions, de camions. Alors, qu'est-ce que c'est un pneumatique? Donc, dans un pneumatique, vous avez du polyisoprène et du polybutadiène. Les polyisoprènes peuvent être du caoutchouc naturel ou synthétique. Les polybutadiènes est synthétique. Si vous faites un pneu avec un polybutadiène mélangé à un polyisoprène, vous avez deux polymères linéaires et votre pneu, qu'est-ce qu'il va faire quand il chauffe? Il va devenir de plus en plus mou et dès que vous l'utilisez, il va rester collé à l'asphalte. S'il fait trop froid, votre polymère il va devenir très rigide et donc il va se casser, il va avoir des fissures. Donc, si vous voulez un pneumatique qui soit flexible et qui ait des propriétés mécaniques et il reste flexible à haute température et à basse température et qui résiste à tous les chocs mécaniques, au freinage et tout, vous êtes obligé de transformer donc les polyisoprènes et les polybutadiènes linéaires dans des polymères réticulés. Et on fait ça grâce à un procédé qu'on appelle la vulcanisation. On ajoute du soufre, on mélange tout, on chauffe et on obtient notre pneu vulcanisé. Donc, un élastomère vulcanisé, c'est quand même un élastomère réticulé. Donc, on ne peut pas retirer du polyisoprène du pneumatique pour faire un nouveau pneumatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette matière première? Les pneus, c'est quelque chose qu'on produit par tonne, par tonne, par tonne. On peut les utiliser. À la fin de la première utilisation, on peut récaper, enlever une couche et continuer à l'utiliser. Mais il arrive un moment dans lequel on n'a plus
les droits de l'utiliser. On n'arrive plus à l'utiliser. Et donc, en Europe, ce que vous voyez ici, aujourd'hui, c'est interdit. Donc, en Europe, on n'a plus le droit d'accumuler les pneus dans des terrains parce qu'ils sont inflammables. Quand il y avait des incendies de terrains de pneumatiques, c'était des incendies qui dégageaient beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de fumée toxique et c'était très difficile d'arrêter. Ou il y a des pays où il y a le paludisme qui est amené par des moustiques. Alors, tous les pneus comme ça sont imperméables. Si la pluie tombe, elle va s'arrêter. Et du coup, on va avoir des petites piscines dans lesquelles les moustiques et les insectes ils peuvent se reproduire. Et donc, pour beaucoup de raisons, maintenant en Europe, c'est interdit d'accumuler des pneumatiques comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les incinérer, on va les brûler, notamment dans les cimenteries qui produisent les bétons. Ils ont des fours qui marchent tout le temps. Et donc, on peut jeter toutes les pneumatiques dedans, on les brûle, on a beaucoup d'énergie, mais on a aussi toute la fumée toxique, donc, qui est, de laquelle on doit être protégé. Et on a toutes les cendres qui vont s'accumuler et qu'il faut jeter quelque part. Donc, c'est un nouveau déchet. On a une autre possibilité. Si de tous les pneumatiques, on enlève la partie métallique, on peut le réduire en poudrettes et en granulats. Donc, on peut les casser. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces poudrettes et granulats? Soit ils sont mélangés avec l'asphalte, soit, par exemple, on les trouve dans les semelles de les chaussures, dans les terrains de jeu des enfants, dans les terrains synthétiques pour jouer au football. Toutes les poudrettes colorées, ça vient de deux types de polymères. Donc, il y a toujours une couche qui est faite avec les poudrettes qui viennent de pneumatiques. Et la couche colorée, là, c'est de l'EPDM, c'est un polymère vierge. Mais, encore une fois, il y a tellement de pneumatiques que ça ne suffit pas. Et donc, il y a beaucoup de recherches pour la dévulcanisation. Si on pouvait éliminer tous les soufres et on pouvait retourner à voir les polyisoprènes, les polybutadiènes linéaires, on pourrait les réutiliser. Sauf qu'on n'a pas encore des méthodes efficaces de dévulcanisation. Elle n'est jamais complète. C'est un procédé qui est cher. Parfois, il faut haute pression, haute température et des composés chimiques qui sont toxiques. Donc, il y a une étude pour produire des nouvelles molécules organiques, des agents dévulcanisants, mais plus green. Donc, bref, on a beaucoup de méthodes pour essayer de se débarrasser des pneumatiques accumulés, mais ce n'est pas tous les problèmes qui sont résolus. Et juste, peut-être vous avez d'autres cours, mais donc, on a des polymères qu'on appelle des polymères naturels. Et donc, vous connaissez tout ce qui est polysaccharide. Donc, il y a la cellulose, par exemple, qui est dans les arbres, et vous avez les glucoses qui s'est lié à lui-même, et ensuite les chaînes de glucose qui vont se lier entre eux. Il y a une liaison particulière entre deux glucoses qui s'appelle la liaison de type bêta, entre les carbones numéro 1 d'une glucose et les carbones numéro 4 de l'autre. Vous passez à d'autres polymères qui sont basés sur les glucoses, comme les glycogènes et comme les fibres de coton. Vous voyez, il y a une différente liaison entre les glucoses. Cette fois, c'est toujours entre l'atome numéro 1 d'un glucose et l'atome numéro 4 de l'autre, mais c'est de type alpha. Et dans les cas du glycogène, vous avez un polymère qui est très branché. Donc, il y a des chaînes qui partent de la chaîne principale. Dans la fibre de coton,
c'est pareil. Donc, vous avez des polymères qui se sont agencés pour faire des microfibrilles, qui vont s'enrouler pour faire des fibrilles, qui vont s'enrouler pour faire enfin la fibre de coton. D'autres polymères naturels qu'on connaît, c'est les acides nucléiques. Donc, vous avez plusieurs molécules qui sont liées grâce à des interactions non covalentes, donc les liaisons hydrogènes qui ont une direction bien précise et qui permet aux deux chaînes des ADN de se lier ensemble. On a tout ce qui est protéines, et donc les monomères, c'est les acides aminés qui vont se lier entre eux et qui vont donner lieu à tout type de protéines. Vous avez des protéines fibreuses, comme celle-là dans la photo, celle-là des cheveux et des ongles. Vous avez des protéines globulaires, comme tous les enzymes, par exemple. Donc, selon tout type de monomère que vous avez des masses molaires différentes et des fonctions chimiques qui changent aussi. Et vous avez, comme on a déjà mentionné aussi, par exemple, les caoutchoucs naturels, desquels votre pays est un grand producteur, par ailleurs, qui permet de faire beaucoup d'objets de la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est les caoutchoucs naturels. Donc, les polymères naturels, on les connaît, on les peut utiliser, on peut les modifier. On a toute une série de polymères qu'on appelle synthétiques, qui sont issus de monomères qui viennent du pétrole. Et donc, vous avez peut-être vu ça dans d'autres cours de chimie. Dès que vous prenez votre pétrole brut, vous avez un mélange de composés et c'est grâce à la distillation que vous arrivez à séparer tous les composants. Donc, vous mettez votre pétrole dans les fours, vous chauffez. Donc, vous récupérez la fraction la plus lourde qui est les bitumes et il y a des applications dans les revêtements des routes, etc. Et selon de la température de distillation dans votre colonne, vous récupérez des fractions qui sont de plus en plus légères. Et donc, vous commencez par les fuels lourds, par les huiles, par les gazoles qui vont dans les moteurs ou qui est pour les chauffages, les kérosènes pour les moteurs des avions, les naphtas. Et quand vous commencez à distiller des molécules petites, donc de 6 à 10 atomes, là, vous commencez à avoir ce qu'on utilise comme monomère, soit liquide, soit gazeux. Et enfin, vous avez les gaz. Et donc, les monomères qui on retire du pétrole, vous avez les propylènes, qui servent à faire les polypropylènes. Les propylènes, ils peuvent être modifiés par des réactions chimiques pour donner tous les monomères comme les acrylates et donc les polyacrylates. Vous avez les butadiènes qui donnent les polybutadiènes, donc à l'élastomère. L'éthylène, c'est un monomère gazeux. Donc, soit vous l'utilisez pour avoir les polyéthylènes, soit vous faites une réaction chimique, vous mettez un chlore dans la double liaison et vous avez les monomères chlorés ou d'autres polyoléphiles. Vous avez les benzènes. Les benzènes, ils peuvent être modifiés pour donner du styrène. Et de là, vous arrivez au polystyrène. Et vous avez les xylènes qui donnent des résines. Donc ça, c'est tous les polymères qu'on appelle synthétiques. Et c'est les polymères qui en dérivent donc, du pétrole. On peut donc diviser les polymères selon leur origine, donc les polymères naturels et les polymères synthétiques. Pour les polymères synthétiques, on a déjà vu des classifications selon les prix et la production. On a déjà vu la division polymère thermoplastique, polymère thermoset. Vous pouvez encore diviser les thermoplastiques. Vous avez des polymères qui sont des fibres, donc ils ont une seule dimension. Des polymères sous forme de 2 dimensions, donc tout ce qui est film polymère.
Et vous avez des polymères qui sont en 3 dimensions, donc des objets polymères. Donc, vous avez les plastiques, les polymères fonctionnels et les élastomères. Il y a des copolymères qui sont des élastomères thermoplastiques. Donc, en général, c'est des copolymères qui ont des propriétés similaires aux élastomères, mais aussi similaires aux thermoplastiques. Donc, là, c'est une autre façon de classifier les polymères. Donc, il y a pas mal de façons. Et donc, si on sait aujourd'hui recycler les polymères thermoplastiques, si on a un problème avec les polymères thermosets et avec les élastomères, il y a un nouveau problème, c'est les matériaux composites ou les matériaux hybrides qui sont formés par des polymères et une autre phase qui ça peut être inorganique, par exemple, au métal. Donc, il faut collecter ces matériaux séparément par rapport aux polymères thermoplastiques et après, il faut séparer. Donc, dans un couteau, vous avez une lame métallique et une manche polymère réticulée. C'est facile, on peut casser, recycler les métals et récupérer la plastique thermoset. Mais aujourd'hui, on a un gros problème sur le recyclage de tous les câbles électriques. Chaque fois qu'on jette un ordinateur, qu'on jette une télévision, un téléphone portable, on a à l'intérieur les conducteurs électriques, les cuivres. Les cuivres, vous savez, c'est très cher en ce moment. Donc, on ne peut plus les jeter à la poubelle. Il faut les récupérer. Sauf que les récupérer, ce n'est pas facile parce que vous avez tout l'isolant qui est autour, qui est normalement un élastomère. Et comme on avoue, on ne sait pas quoi faire avec les élastomères recyclés. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur la récupération et la valorisation des câbles électriques pour récupérer les polymères élastomères et pour récupérer les métals. Les métals, quand vous les récupérez, il y a un problème, il est pollué parce qu'il a été en contact avec les polymères. Et pour être performant, un métal, il doit être pur. Donc, il faut toujours considérer si ça coûte trop cher ou trop de temps les purifier. Et donc, il y a beaucoup de projets de recherche aujourd'hui sur le recyclage des déchets électriques, en fait. L'énorme problème qui est posé par les couches, donc notre grand-mère, elle n'avait pas des couches comme ça, elle avait des couches en tissu. Ce n'était pas pratique. Donc, on a inventé des couches qui sont faites par des hydrogels à l'intérieur. C'est des polymères qui absorbent l'eau, mais ils ne la laissent pas sortir. Donc, c'est super, le bébé, il est au sec, les pipis, ils ne sortent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les couches? Ben, on les jette. Il y a beaucoup de types de polymères, un en contact avec la peau, les polymères extérieurs qui sont imperméables, l'hydrogel qui est à l'intérieur, on ne peut pas les séparer. Et aujourd'hui, il y a un grand problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous les millions de couches, de tous les millions de bébés qui sont dans la planète? Donc, ça, on essaie de trouver de solutions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, les crayons et les stylos, ben là, vous avez un élastomère ici, où on touche. Vous avez un type de plastique ici, un type de plastique là-bas, un autre plastique pour mettre l'encre. C'est difficile de séparer tout ça. Et si on mélange tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux? Donc là, c'est difficile. Mais ce que c'est extrêmement aussi difficile à recycler, c'est les panneaux solaires, par exemple. Aujourd'hui, c'est très à la mode de retirer de l'énergie électrique à partir de la lumière solaire. On a les toits qui sont recouverts de panneaux solaires. On a des centaines d'hectares de terrain où on trouve des panneaux solaires. Personne s'est posé la question comment on va les recycler les jours qui ne marchent plus. Dans beaucoup de panneaux solaires, maintenant, il y a des polymères conducteurs. Et donc, les polymères, ils sont une couche, mais
entre une couche de métal, une autre couche, une couche d'un oxyde, une couche d'un deuxième oxyde. Donc, comment on peut récupérer une des couches s'ils sont tous collés? Donc, ça, c'est un gros problème. Et personne ne s'est posé comment on va faire. Donc, comment on va faire? On aura tout ça pour réfléchir. Donc, on avait dit qu'il y avait deux possibilités pour ne pas polluer. Une, c'était de recycler les matériaux polymères et l'autre, c'était d'essayer de faire des polymères biodégradables. Quand j'ai commencé à faire ces cours, je vois qu'il y avait beaucoup de mots qui commencent par bio, polymère biodégradable, biopolymère, bioplastique. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion. Donc, je voulais expliquer dans un premier cas, qu'est-ce que c'est un biopolymère? Donc, on fait marche arrière. Là, c'est les biopolymères. Donc, c'est qui fait les biopolymères? Bon, les plantes, les organismes, les micro-organismes. Donc, tout ce qui est biopolymère, il est fait par un être vivant, soit un animal, soit un végétal. Okay? Ça, c'est les biopolymères. Les polymères biodégradables, on va les voir. Et on va voir qu'est-ce que c'est les bioplastiques. Donc, pour essayer de faire de la clarté, il y a des graphiques comme celui-là que j'ai trouvé lors d'un congrès, dans lesquels on a mis, vous pouvez avoir un polymère qui est biosourcé ou qui vient du pétrole. Donc, origine fossile, les monomères viennent du pétrole, polymère biosourcé, donc les monomères viennent d'un végétal ou d'un animal. Et à l'autre extrémité, vous avez des polymères qui ne sont pas biodégradables et des polymères qui sont biodégradables. Donc, vous pouvez classer tous les polymères. Certains polymères sont biodégradables et biosourcés. Par exemple, l'acide polylactique est appelé un bioplastique parce qu'il peut être produit par un micro-organisme. Les polyhydroxyalcanoates sont des polymères bio-basés. Les polymères à base d'amidon sont des polymères qui sont bio-basés, mais sont aussi biodégradables. Après, il y a des polymères qui peuvent être biosourcés, mais ne sont pas biodégradables. Donc, on peut avoir des bioplastiques. Donc, on peut produire, par exemple, le polyéthylène à partir de la canne à sucre. Donc, c'est un polymère qui est biobasé, mais les polymères polyéthylène, il n'est pas biodégradable. Donc, les polyéthylènes, normalement, on le fait à partir de l'éthylène qui vient du pétrole. Dans ces cas-là, votre polymère, il est un polymère artificiel, synthétique. Mais dans tout cas, quand vous avez votre polyéthylène, il n'est pas biodégradable. Et il y a aussi d'autres polymères qui viennent du pétrole, mais ils sont biodégradables. Donc, à chaque fois, il faut essayer de voir dans quelle case vous pouvez mettre votre polymère, sachant que souvent, surtout dans la publicité, on a un mélange entre bioplastique et biopolymère. Alors, bioplastique, parfois, c'est les polymères qui est vraiment produit par les végétales ou extraits d'un végétal. Parfois, c'est les monomères. Et parfois, vous avez les mêmes types de polymères qui viennent du polymère artificiel, comme les cas du polyéthylène. Alors, un polymère biodégradable, donc on vient de voir, ça peut être synthétique, ça peut être bioplastique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire biodégradable? C'est qu'il est dégradé par des micro-organismes. Donc, un polymère, il peut être dégradé à cause de plusieurs facteurs. Donc, vous mettez un acide sur certains polymères, ils sont dégradés. Il y a des solvants qui peuvent dégrader les polymères. Il y a l'eau.
l'oxygène. L'oxygène, il fait des réactions, on le verra plus tard, d'oxydation. Donc, votre chaîne de polymères, elle est modifiée. Après, si votre polymère, il est à l'extérieur, il y a l'eau de la pluie et il y a la lumière, donc vous voyez, il y a des polymères, et notamment les plastiques, qui petit à petit se dégradent. Donc, la surface, elle s'abîme et vont se casser en morceaux. Donc, il y a quoi comme facteur physico-chimique qui peut dégrader les polymères? La chaleur, les stress mécaniques, les radiations. Donc, tous les polymères qui sont dégradés par ces phénomènes-là, on peut parler de photodégradation, d'oxodégradation ou de thermodégradation. Et donc, la biodégradation, c'est vraiment la dégradation d'un polymère grâce à l'action des micro-organismes. Donc, qu'est-ce qu'ils font les micro-organismes? Ils vont utiliser les polymères comme source de nourriture, comme source de carbone. Et pour faire ça, ils doivent être capables d'excréter des enzymes qui peuvent casser des liaisons covalentes dans la chaîne de polymères pour avoir des morceaux qui peuvent assimiler et donc utiliser comme source de carbone. Et donc, il n'y a pas beaucoup de liaisons qui sont cassables par ces enzymes produits par les micro-organismes. Souvent, c'est des liaisons ester que vous allez casser. Donc, quels micro-organismes ils peuvent produire ce type d'enzymes? Donc, on parle de bactéries ou de champignons ou de levures. Donc, votre bouteille qui est ici en haut, donc si vous l'exposez au soleil, à l'humidité, dans un terrain, avec beaucoup de temps, elle va se dégrader. Mais si elle est faite par un polymère biodégradable, après quelques semaines, ils doivent avoir sous la surface un dépôt, soit d'une bactérie, d'un champignon, de levure. Et ces micro-organismes, ils doivent commencer à casser la structure chimique du polymère. Et petit à petit, vous allez disparaître le matériau polymère parce qu'il a été réduit en morceaux et les micro-organismes, ils ont assimilé les morceaux. OK? Donc, chaque fois qu'on parle de dégradation ou de biodégradation, il commence à la surface de votre matériau et c'est un phénomène qui est très lent. Ça prend beaucoup de temps, même si votre polymère, il est biodégradable. Alors, quel polymère est connu pour être biodégradable? Donc, on a des familles qu'on connaît super bien. Donc, c'est les polyéthylènes, par exemple, succinate, les PBS. On les fait à partir d'un dialcool, les 1,4-butandiol, et de l'acide succinique. Donc, c'est une polycondensation qui vous amène en polyester. C'est un matériau linéaire thermoplastique. Et donc, on connaît une bactérie et un champignon qui produit des enzymes qui permettent donc de déjà casser certaines liaisons ester, mais après de aussi le décomposer en morceaux de plus en plus petits et enfin de les réduire en dioxyde de carbone et en eau. Un autre polymère qui est connu pour être biodégradable, c'est la polycaprolactone. Donc, les lactones sont des esters cycliques. Par polymérisation, par ouverture des cycles, vous avez la polycaprolactone, donc c'est un polyester. Et il y a toute une famille d'enzymes qui sont les estérases et les lipases qui sont capables d'ouvrir ces liaisons ester. L'avantage de la polycaprolactone, c'est qu'il est aussi biocompatible. Donc, il peut être utilisé pour faire des implants dans les corps humains. Et dans ces cas-là, il est biodégradable à l'intérieur du corps humain. Et donc, il peut être hydrolysé dans les conditions physiologiques. Aujourd'hui, parfois, quand vous avez une opération ou des points de suture, on utilise des polymères biodégradables et biocompatibles. Et au lieu d'utiliser les cotons
comme on faisait à une époque, ou d'autres matériaux qu'il faut les couper et arracher. Maintenant, on laisse les polymères se biodégrader après un certain temps, une fois que votre cicatrice est fermée. Et après, j'ai mis des parenthèses. Donc, il y a d'autres polymères biodégradables qui sont connus. Mais un polymère comme les polyéthylènes, comme il n'y a pas la liaison ester, il n'est pas biodégradable. Donc, la plupart des polymères qu'on connaît, thermoplastiques, ils n'ont pas des liaisons qui sont capables d'être cassées par des enzymes produits par des micro-organismes. Et c'est pour ça que quand vous les abandonnez dans la nature, ils vont rester là-bas. Il n'y a que la lumière et le soleil et la température qui peut les dégrader. Et donc, c'est important quand votre polymère il est biodégradable, que les déchets, que les morceaux ne soient pas toxiques pour l'environnement. Vous voulez du dioxyde de carbone de l'eau ou du méthane, qui sont les sources de carbone pour les micro-organismes. Mais quand on fait des études sur les polymères biodégradables, souvent, on n'étudie pas la toxicité du résultat de la biodégradation. Et c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup d'années qu'on sait faire des polymères biodégradables, donc c'est pour ça qu'il y en a très peu, mais c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de tests qui nous permettent rapidement de savoir si notre polymère il est biodégradable. En plus, pour faire des nouveaux polymères biodégradables, les industriels ils doivent changer leur ligne de production. Et les industriels, en général, ils n'aiment pas ça parce que ça coûte cher. Donc, on arrive à produire des polymères biodégradables parce qu'il y a la publicité, le marketing qui permet de vendre mieux un objet qui est biodégradable. Et donc, les consommateurs, ils préfèrent acheter une bouteille biodégradable plutôt qu'une bouteille classique. Et c'est ça qui va pousser les industries à changer et à mettre et à investir sur les polymères biodégradables. Donc, comment on fait pour tester notre nouveau polymère on a décidé d'essayer de synthétiser un nouveau polymère biodégradable. Quel test on peut faire pour l'éprouver? Un test qui est reconnu, et donc ici vous voyez, c'est une norme ISO 9439. Donc ça veut dire que vous allez acheter cette norme et vous avez toutes les étapes pour faire ces tests. Donc ce test de Sturm, elle est basée sur le fait que votre polymère analysé, c'est la seule source de carbone pour des bactéries. Et donc, concrètement, on a un système dans lequel, on a des réacteurs dans lesquels on met notre polymère nouveau, peut-être biodégradable, et les polymères contrôle on sait qu'ils sont biodégradables, et des polymères on sait qu'ils ne sont pas biodégradables. Donc, on fait beaucoup de tests en même temps. Dans les réacteurs, on met aussi les bactéries, donc des mélanges de bactéries ou des familles de bactéries. Donc, on met des bactéries. Et après, on doit enlever l'oxygène dans les réacteurs. Les bactéries, pour vivre, ils ont besoin donc d'oxygène. Parfois, ils ont besoin de dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, c'est aussi... pardon, je me suis trompée. Les bactéries, pour vivre, ils ont besoin d'oxygène, mais on doit enlever le dioxyde de carbone parce que le dioxyde de carbone qui rentre dans l'eau, ça peut former les bicarbonates, et ils peuvent être utilisés par les bactéries comme source de carbone. Donc, il faut éliminer toute source de carbone. Et c'est pour ça que tous les récipients ils sont fermés. Une pompe fait rentrer l'air, mais il y a des solutions de hydroxyde de sodium et surtout de hydroxyde de barium qui permettent de précipiter tous les dioxydes de carbone de l'air et dissous dans l'eau sous forme de carbonate. Comme ça, ce qui arrive dans les réacteurs, c'est de l'air avec de l'oxygène, mais sans dioxyde de carbone.
Donc, si votre bactérie va survivre, va utiliser les polymères comme source de carbone, elle va produire elle-même du nouveau dioxyde de carbone. Ce nouveau dioxyde de carbone, il va être piégé dans des solutions de hydroxyde de barium. Donc, vous faites un titrage de la solution et vous savez combien de dioxyde de carbone a été produit. Donc, vous pouvez calculer l'étape de vie de votre bactérie. Si les bactéries ne peuvent pas utiliser les polymères comme source de carbone, ben, ils vont toutes mourir. Donc, vous n'allez plus observer une croissance des bactéries et là, vous ne retrouverez plus de dioxyde de carbone. Donc, grosso modo, un système dans un laboratoire, ça peut être fait de façon simple. Vous avez des petites pompes qui vont pomper de l'air. Vous mettez tous les Erlenmeyer avec les solutions et vous mettez des Erlenmeyer avec votre polymère et ensuite vous faites passer les dioxydes de carbone. Donc, c'est très simple à faire, c'est pas cher. Le problème, c'est que ça dure longtemps. Donc, ça, c'est une étude qu'on avait fait ici chez nous il y a quelques temps. Donc, on avait mis du polyéthylène à basse densité parce qu'on avait besoin de référence d'un polymère qui n'était pas biodégradable. Et après 60 jours, bon, on voit que en réalité, il n'est pas dégradé, pas du tout. Par contre, on avait mis notre polyuréthane qui était censé être biodégradable et on a observé que, selon de la formulation, on pouvait arriver jusqu'à 64% de biodégradation après 2 mois. Donc, normalement, le test de Sturm, il doit durer 6 mois. Et là, vous allez voir, ici, peut-être que ça va continuer et ça va arriver en plateau. Ici, peut-être ça va continuer jusqu'à 90%. Donc, vous avez une idée. Si vous allez respecter la norme, si après 6 mois, 90% de votre polymère il est biodégradé, vous pouvez le déclarer biodégradable et donc vous essayez d'avoir un brevet et le mettre dans les commerces. Mais c'est très long comme test. Donc, imaginez si vous avez un stage de 5 mois, ben, vous n'êtes même pas à la fin de votre stage. Et si vous avez une thèse de 3 ans, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc, il faut trouver des tests qui vont permettre beaucoup plus rapidement de comprendre si ces polymères ils vont être dégradés ou pas. Et ça, il y a beaucoup d'études à faire, en collaboration, bien sûr, avec les biologistes qui peuvent aider dans l'interprétation des résultats. Donc, là, on revient encore sur les bioplastiques qu'on a mentionnés dans les tableaux. Donc, les bioplastiques, alors, soit vous avez des polymères qui ont une structure identique à des polymères qui viennent du pétrole, donc les polyéthylènes qui viennent du pétrole ou de la canne à sucre, ou vous avez des nouveaux polymères qui viennent de sources végétales, mais il n'y a pas un autre polymère qui vient du pétrole qui est équivalent. Et donc, dans ces cas-là, vous avez une bioplastique. Là, il y a beaucoup de textes dans cette diapo, donc vous pouvez retourner. C'est juste pour dire que vous trouverez parfois des définitions différentes de bioplastique. Donc, selon une agence, un bioplastique, c'est un polymère qui est d'une source, végétale. Selon une autre agence, il y a une autre définition. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, vous avez les mêmes monomères qui est obtenu du pétrole, qui vous pouvez les retirer des plantes. Donc, ça peut être la canne à sucre, ça peut être d'autres plantes qui vous permet d'obtenir des sucres, qui vous permet d'obtenir de l'éthanol, qui vous permet d'obtenir de l'éthylène. Donc, on peut arriver à l'éthylène grâce au pétrole, mais grâce aussi à des sucres. Ce type de monomère qui vient du végétal, il est utilisé après pour faire les mêmes objets que vous faites avec l'éthylène qui vient du pétrole.
Et donc, parfois, si vous regardez la publicité, il y a beaucoup de bioplastiques qui ont été utilisés dans l'industrie automobile, mais aussi il y a une bouteille, la plant bottle, c'était Coca-Cola qui faisait la publicité. Ça, il disait que c'était un plastique qui était bio-basé, bio, etc. Donc, en réalité, c'était de l'éthylène qui venait donc de la canne à sucre. Parfois, il y a des normes. Si vous mettez 20% d'éthylène qui vient de la canne à sucre dans une bouteille qui est faite avec 80% d'éthylène qui vient du pétrole, vous avez le droit de dire que la bouteille, elle est faite à partir d'un polymère biobasé. Mais parfois, il n'y en a que 20%. Donc, souvent, la publicité, elle ne raconte pas toute la vérité sur la vraie composition chimique des produits. Donc, il faut faire attention au marketing. Le problème des bioplastiques, c'est que si il vient de la canne à sucre ou de l'amidon ou d'une plante, il faut beaucoup de terrain pour les cultiver. Souvent, c'est des cultures alimentaires. Donc, au lieu de cultiver la canne à sucre pour les sucres, vous la cultivez pour faire l'éthanol ou le bioéthanol ou des monomères. Ça veut dire que c'est possible que le prix du sucre il va augmenter parce que vous en avez moins pour faire les gâteaux. Donc, ça, c'est un problème. Il ne faut pas soustraire des plantes qui sont destinées à la consommation alimentaire. Après, si vous décidez d'avoir un monomère qui vient d'une plante, le problème, c'est qu'il faut utiliser de l'eau pour arroser, il faut utiliser des pesticides, il faut recueillir la plante, il n'y a qu'une partie de la plante que vous allez utiliser, donc vous avez tous des déchets. Donc, en fait, sous cette histoire des bioplastiques, il y a beaucoup de problématiques. Donc, la publicité et le marketing, ils exploitent l'envie des consommateurs d'être écologiques, de faire du bien pour l'environnement de la planète, mais en réalité, on ne peut pas s'en rendre compte, mais peut-être qu'on est en train de polluer beaucoup plus parce qu'on est obligé d'utiliser les pesticides, on consomme de l'eau, etc. Donc, c'est une réflexion globale qu'il faut faire et pas seulement focaliser sur l'avantage d'avoir la bouteille en plastique de biobasé. Donc, dans cette diapo, il y a beaucoup de textes, mais c'est pour résumer toutes les idées que je viens de vous dire. Alors, à niveau de chimie, donc, ces bioplastiques, normalement, vous avez l'acide polylactique, donc, qui est en polyester, et normalement, c'est un polymère dur et cassant, donc il y a pas mal de polymères blend, de mélange, pour essayer d'améliorer ses propriétés, de les rendre moins rigides, plus souples. Vous avez les polyhydroxyalcanoates, donc c'est des polymères de ce type-là, donc des polymères qui contiennent de l'oxygène, qui contiennent des carbonyles. Bon, vous avez la cellulose qui est aussi un biopolymère et vous avez l'amidon qui est aussi un biopolymère qui en retire du riz, qui en retire de plein de choses. Donc ça, c'est les bioplastiques. Parfois, ces bioplastiques, ils sont déjà utilisés pour faire des produits qu'on trouve en grand nombre dans les supermarchés. Donc, il y a des sachets poubelles qui sont issus de la canne à sucre, donc c'est les polyéthylènes végétales. Et dans la publicité que vous avez ici, on vous raconte qu'il y a, si vous achetez ces sachets-là et si vous l'utilisez, vous allez réduire de 85% les émissions du carbone. Sauf que quand vous prenez la canne à sucre pour faire les sachets, eh bien, vous arrachez une plante qui utilise le dioxyde de carbone pour la photosynthèse. Et donc, si vous arrachez les plantes, du coup, c'est pas vrai que vous allez réduire, le bilan carbone global, ça correspond pas à 95%. Donc, toutes ces réflexions-là, on peut les faire du point de vue de la chimie, mais souvent, ce qui est écrit sous la publicité, c'est du point de vue du marketing, ça ne correspond pas exactement à la réalité. Il y a des films maintenant en plastique pour les emballages qui sont obtenus, pareil, de monomères issus de la biomasse. Mais pour faire des films, il faut
ajouter des additifs. Et normalement, les additifs, ils ne sont pas biobasés. Donc, en réalité, vous avez un matériel. Mais pour le faire, il faut quelque chose qui n'est pas biobasé. Donc, vous ne pouvez pas déclarer les matériels 100% biobasés. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis attention, parce qu'il y a d'un côté ce qui est affiché par les marketing, par la publicité. D'un côté, si vous êtes des chimistes aussi des polymères, il faut aller plus loin, essayer de comprendre la globalité du procédé. Est-ce qu'il y a vraiment moins d'émissions de carbone? Est-ce que c'est vraiment un matériel qui est biobasé? Est-ce qu'il y a qu'un pourcentage qui est biobasé? Donc, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment un matériel qui vient du 100% du recyclage ou du 20% du recyclage? Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'un chimiste doit considérer avant de dire « Ah oui, OK, c'est une bouteille recyclée, c'est une bouteille biobasée, etc. » Et ça, c'est la dernière diapo. C'est juste pour vous inviter, effectivement, à ne pas faire confusion entre un polymère qui est en bioplastique ou biobasé et dire qu'il est automatiquement biodégradable. Donc, on vient de voir, biodégradable, c'est un polymère qui est dégradé par l'action des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, qui produisent des enzymes qui vont le casser et vont l'utiliser comme source de nourriture. Mais il y a des polymères qui sont biobasés, qui ne sont pas biodégradables. Les caoutchoucs naturels, il n'est pas biodégradable. Il y a peut-être une famille de champignons qui peuvent abîmer les caoutchoucs naturels, mais vous mettez un morceau de caoutchouc naturel sous la pelouse, il va rester là-bas pour l'éternité. Donc, pas tous les polymères biobasés ou pas tous les bioplastiques sont biodégradables. Donc, ce n'est pas synonyme de biodégradable. Et un autre sujet de réflexion, c'est que si vous faites justement un polyéthylène qui vient du pétrole ou qui vient de la canne à sucre, il ne va pas être biodégradable parce qu'il n'existe pas un micro-organisme qui dégrade les polyéthylènes. Aussi, il y a un problème, vous voulez un polymère qui soit biodégradable, mais vous avez besoin de l'utiliser. Et parfois, les propriétés mécaniques des polymères biodégradables sont assez faibles, notamment quand on parle des sacs. Parfois, ils sont tellement fragiles que vous êtes obligé de les jeter tout de suite au lieu de les réutiliser plusieurs fois. Donc, est-ce que vraiment on a gagné à faire un polymère qui est biodégradable si on doit l'utiliser une seule fois au lieu de le réutiliser plein de fois? Et surtout, à chaque fois qu'il y a un polymère biodégradable, de toute façon, on va perdre la matière première qu'on a utilisée pour les faire. Et perdre la matière première, ça veut dire à la fin de gaspiller de l'énergie. Donc, il faut poser la question, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose qui est un cycle, donc qui part d'une matière première, mais qui revient en matière première. Donc, ce n'est pas sûr que les polymères biodégradables soient vraiment une solution, parce que quand même, on va gaspiller de la matière première. Donc, à chaque fois, il faut faire des choix. Est-ce qu'il faut aller plus vers le recyclage ou plus vers les polymères biodégradables? Le recyclage, ça vous permet de récupérer la matière première et réutiliser. Mais un polymère biodégradable, ça vous permet de ne pas polluer l'environnement si votre objet polymère il est abandonné dans la nature ou dans la mer. Donc, pour les futurs chimistes, ces points sont tous des points de réflexion. Donc, soit dans la conception de nouveaux polymères, de nouveaux catalyseurs pour les synthèses, de nouveaux agents dévolcanisants, de nouvelles méthodes pour recycler les polymères, donc qu'ils soient chimiques ou physiques. Donc, il y a du travail pour tout le type de chimistes, parce que, et surtout, il y a un travail qui est à faire ensemble. Quand vous avez justement votre panneau solaire, il vous faut des compétences d'un chimiste inorganicien, d'un chimiste organicien, d'un chimiste des polymères, de quelqu'un qui travaille dans les matériaux, de la chimie analytique, pour voir toutes les méthodes pour pouvoir les recycler, obtenir de nouvelles matières premières qui soient suffisamment pures et de bonne qualité pour faire des matériaux.
Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on peut encore synthétiser des nouveaux polymères, des nouveaux matériaux, mais la recherche la plus importante, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a déjà. Okay? Donc, ces premiers cours sur les propriétés des polymères, il n'y a pas d'équation chimique, il n'y a pas trop de formules, mais c'est vraiment des réflexions pour la recherche et pour voir qu'il y a un lien entre les polymères, l'environnement et tout ce qui est autour. Dans les prochains deux cours, donc on va plutôt retourner aux formules chimiques, aux propriétés vraiment mécaniques des polymères. Et on verra les polymères conducteurs électriques, donc on verra d'autres sujets qui sont en lien avec des propriétés des matériaux polymères. Donc, je vais vous envoyer tous les cours qui manquent et je vais vous envoyer les travaux dirigés aussi. Donc, si vous n'avez pas de questions, moi, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à jeudi, si je ne me trompe pas. Alors, voilà. Okay. Non, j'ai arrêté de partager. OK, bon. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame.